à Koulouba, 8 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les diplomates nous viennent de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de l'Inde, de l'État de la Palestine, du Sénégal, du Royaume de Belgique, de la Guinée, de la République fédérale d'Allemagne et du Soudan. Sirabachile Garibou, Pérou, nous les ferons découvrir dès le début de ce journal. On verra dans cette édition comment s'est tenue la journée du Mali au marché des innovations et technologies agricoles africaines, occasion de faire découvrir aux visiteurs les parcelles d'expérimentation de cultures comme le sorgho, le petit mil, le maïs et les plantes fourrageurs. Plus de 25 millions de francs CFA pour le financement de projets à impact rapide aux personnes en situation de vulnérabilité de l'espace AIS, un véritable geste du cœur qui s'inscrit dans l'esprit du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Il est à l'actif des femmes des organisations de prévoyance sociale. Le compte-rendu de la cérémonie nous sera fait par Barakissa Ouattara. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 23 octobre. Bienvenue dans ce journal. À Koulouba, ce matin, ont été présentés au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les lettres de créance et celles de rappel de leurs prédécesseurs de 8 nouveaux ambassadeurs. Les 4 premiers à accomplir ce acte symbolique de diplomatie sont les ambassadeurs du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République de l'Inde, de l'État de la Palestine et de la République du Sénégal. Après la réception du document qui officialise leur prise de fonction au Mali, ils ont eu droit à une audience accordée par le chef de l'État. Sirabachile nous présente les 4 ambassadeurs suivants. La diplomatie dans une dynamique de continuité, c'est un remake de coopération avec de nouveaux ambassadeurs pour bien ficeler les programmes de développement. Le Royaume-Uni ouvre la marche au palais de Koulouba ce jeudi. L'envoyé de Sa Majesté le roi Charles III du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Mali est un officier à la casquette diplomatique. Angus Philip Mackie, c'est son nom, il est de l'ordre de l'Empire britannique OBE. Il a rejoint le Commonwealth en 2000 en tant qu'analyste de recherche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le natif de Norwich en Angleterre est un expert en renseignement politique. Il a dirigé ce département pendant 4 ans. Le diplomate officier Angus Philip Mackie a gravi les échelons et occupé plusieurs postes au Royaume-Uni et à l'étranger, notamment celui de chef adjoint de mission à Damas, de consul général du roi Charles III dans la région du Kurdistan en Irak. Avant d'être chef adjoint à Tripoli, il est diplômé du Collège royal de la défense. Après la remise de ses lettres de créance et celle du rappel de son prédécesseur, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lui a accordé un temps d'échange. Le Royaume-Uni est dans une approche renouvelée de sa coopération avec une nouvelle politique en vue pour l'Afrique. Au Mali, le gouvernement britannique appuie les efforts pour la stabilité et une gouvernance inclusive, avec un accent particulier sur les actions humanitaires. Il quitte Shanghai en Chine pour le Mali. Le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde au Mali, Dr Nandan Kumar, est un spécialiste en génétique. À 47 ans, il a déjà 18 ans d'expérience dans les rouages de la diplomatie. À Shanghai, l'ex-consul général de l'Inde en Chine s'occupait des relations économiques et commerciales. Le diplomate spécialiste agricole est officier de surcroît. Il a fait ses premiers pas dans les représentations diplomatiques de l'Inde au Pakistan, en Afghanistan et en Iran. À Téhéran, où il a été consul général veillant sur les relations économiques, commerciales et culturelles après les postes de 2e et 3e secrétaire à l'ambassade. Dr Nanda Kumar a servi au siège du ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde comme chef d'équipe précisément au niveau de la division des finances où ses interventions étaient axées sur l'aide au développement de l'Inde avec ses pays voisins ainsi que d'autres nations. Sa mission au Mali, dynamiser la coopération Mali-Inde, une coopération basée sur des relations économiques avec un partenariat déjà scellé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, et la Confédération de l'industrie indienne. C'est lui qui a désormais la charge de raffermir les liens de coopération qui unissent le Mali et l'État de Palestine. C'est un fonctionnaire chevronné de 60 ans qui a servi la Palestine à plusieurs niveaux dans plusieurs départements et plusieurs représentations diplomatiques.
Hassan Al-Balawi a en poche un master en sciences humaines et sociales obtenu à la Sorbonne. Il est également administrateur et linguiste. Le natif de Naplouse en Palestine était depuis 2014 conseiller à la mission de Palestine auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Après avoir servi au département des affaires étrangères de la Palestine comme directeur général des affaires des expatriés et coordinateur du comité média pour la campagne nationale de son État. Il a porté la voix de la Palestine à l'UNESCO avant d'être conseiller général pour la presse à la délégation générale de la Palestine en France. Le doué en communication est un habitué du petit écran aussi pour avoir été responsable et présentateur du programme francophone délégué aux relations euro-méditerranéennes à la télévision palestinienne. Hassan Al-Balawi a 2 publications à son actif. Ses lettres de créance remises, il s'est entretenu avec le président Goïta. Les relations entre le Mali et la Palestine sont caractérisées par un soutien diplomatique et politique constant du Mali à la cause palestinienne. C'est Fatoumata Binetou Rassoul Kourea, une diplomate de carrière et de formation qui va travailler à développer davantage les relations entre le Mali et le Sénégal, vieille de plus de 60 ans. Une vingtaine d'années de carrière consacrée à la diplomatie du Sénégal, Fatoumata Binetou est conseillère des affaires étrangères principales de classe exceptionnelle. Elle est sortante de l'École nationale d'administration du Sénégal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a dirigé une dizaine de structures avant d'être nommée au Mali. Elle a été ambassadeur du Sénégal en République portugaise, au Chili, au Venezuela, au Pérou, au Brésil et au Cap-Vert. De l'expérience, elle en a à revendre en matière de diplomatie. Madame l'ambassadeur a été directrice Afrique-Asie au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, premier conseiller à l'ambassade du Sénégal à Washington DC, chargée des dossiers sur l'éducation, la culture et les questions de santé. Elle a également servi à la division ONU à la direction des organisations internationales, toujours au département des Affaires étrangères du Sénégal. Droit d'audience après présentation de ces lettres de créance accordées par le président de la transition, le Mali et le Sénégal avec des échanges commerciaux déjà au beau fixe, les 2 nations comptent renforcer leurs liens historiques de coopération. Comme eux, les 4 autres diplomates qui les ont suivis vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Il s'agit de leur Excellence du Royaume de Belgique, de la République de Guinée, de la République fédérale d'Allemagne et de la République du Soudan. La cérémonie solennelle, empreinte de courtoisie diplomatique, témoigne du dynamisme des relations bilatérales et du respect mutuel qui unissent le Mali à ses partenaires sur la scène internationale. Garibou Pérou, Adama Kamara, Idrissa Traoré. Sous le sceau de l'amitié et de la coopération, Koulouba propose un véritable ballet diplomatique ce jeudi. En présentant leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les nouveaux ambassadeurs ont marqué une nouvelle page de la diplomatie empreinte de respect mutuel, d'ouverture et de coopération sincère. Monsieur le président de la transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Sa Majesté Philippe, roi des Belges, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique. Le premier à s'avancer s'appelle Arnaud Michel-André Douceci, nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique auprès de la République du Mali. Âgé de 51 ans, ce diplomate au parcours varié comptabilise expérience du secteur privé et engagement public. Spécialiste en droit public et constitutionnel, il a également œuvré dans les domaines aériens avant d'exercer ses talents à New Delhi, Ankara, Kinshasa, Luxembourg et Canberra en Australie. L'ambassadeur Douceci entend renforcer davantage les liens d'amitié et de partenariat entre Bruxelles et Bamako dans un esprit de coopération féconde et d'estime réciproque. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de rappel de mon prédécesseur et celui par lequel le général d'armée Mamadi Doumbouya
m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali. La coopération entre la Guinée et le Mali se solidifie avec l'arrivée de l'inspecteur général de police Ansoumane Camara. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali incarne la fraternité historique et géographique qui unit Conakry et Bamako. Mathématicien de formation et inspecteur général de police, l'ambassadeur Camara a longtemps servi son pays au sein de l'appareil sécuritaire avant de se consacrer à la diplomatie. À 59 ans, il apporte une expertise précieuse et une connaissance approfondie des enjeux sécuritaires régionaux, assurance d'un renforcement durable des relations politiques, économiques et sociales entre les deux nations sœurs. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles le Président de la République fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, m'accrédite auprès de vous en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. La République fédérale d'Allemagne a pour sa part envoyé au Mali une figure de grande expérience. Doctoresse Corinna Friquet, âgée de 63 ans, est titulaire d'un doctorat en langue et littérature allemande. Elle a successivement exercé au Cameroun, en République centrafricaine et en Guinée équatoriale avant d'occuper plusieurs postes de haut niveau en Inde, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Colombo. Diplomate chevronnée, doctoresse Friquet poursuit une longue tradition d'amitié, celle d'un pays qui fut parmi les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali, a tissé avec lui des liens de coopération exemplaires. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres par lesquelles Son Excellence, le Président du Conseil de souveraineté de transition, Abdel Fattah al-Burhan, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Enfin, le Soudan a désormais son premier ambassadeur au Mali en la personne de Khalil Abdelgadir Choukri. Détenteur d'une licence en pédagogie, cet homme de 62 ans a déjà représenté son pays au Sénégal et en Malaisie, couvrant les juridictions respectives. Sa mission s'inscrit dans la dynamique de rapprochement initiée par la visite au Mali en janvier dernier du président du Conseil de souveraineté du Soudan. Pédagogue et diplomate de conviction, l'ambassadeur Choukri entend œuvrer à la consolidation d'une coopération sud-sud, solidaire et porteuse de développement partagé. Ainsi, par ces nouvelles accréditations, le Mali réaffirme sa place au cœur du concert des nations. Debout et toujours fidèle à sa tradition d'hospitalité, le Mali marque sa vocation de trait d'union entre les peuples et les cultures. Je vous invite à suivre l'actualité des forces armées maliennes. Des opérations ont été menées avec succès dans la région de Kidal. C'est un commentaire de Abdoulaye Sako. Ce jeudi 23 octobre 2025, les FAMA, dans le cadre de leur mission de surveillance du territoire national, ont traité avec succès un véhicule pick-up caché sous couvert végétal dans le secteur de Kidal. La nature de la flamme après l'explosion indique clairement l'existence de carburant et de munitions à bord de ce véhicule. L'état-major général des armées exprime toute sa confiance aux troupes engagées sur le théâtre des opérations pour leur engagement et leur vigilance sans faille. Approvisionnement du pays en carburant, les appels à la résilience et à la solidarité se poursuivent. Yacouba Dambélé, le président par intérim du Conseil national de la société civile, et Elhaj Ibrahim Kourechi, le chef de village de Dja et président de Bozo Kabou, au micro de Tamsir Diabaté, souhaitent une union nationale face aux défis actuels. On les écoute. Le Conseil national de la société civile du Mali
tient à adresser un hommage solennel à la résilience inébranlable de notre peuple. Face à l'adversité, les Maliens font preuve d'un courage et d'une détermination exemplaires, dignes des plus grandes pages de notre histoire. Nous exprimons notre soutien inébranlable au gouvernement malien qui, malgré les défis immenses, multiplie les efforts pour trouver des solutions à cette crise. C'est dans l'union sacrée que notre nation puisera sa force nécessaire pour remonter les contraintes. Le Conseil national de la société civile du Mali condamne avec la plus grande fermeté les actes terroristes ignobles qui endeuillent notre pays. Nous saluons et félicitons également tous les opérateurs économiques pour leur rôle crucial, citoyen et patriotique dans cette période où chaque geste compte pour maintenir la stabilité et soutenir l'effort national. Nous lançons un vibrant appel à la solidarité, à la patience et à la compréhension des enjeux qui surpassent nos différences. Nous n'avons que le Mali. Nous sommes fiers d'être citoyens de ce pays. Nous sommes face à une adversité dure qui ne nous laisse aucun répit. En général, quand on est dans une situation de crise aussi dure, le premier réflexe, c'est d'être d'abord solidaire, d'être unis. Mais dans la division, nous sommes fragiles. Que nous mettons derrière nous nos divergences pour nous réunir autour de ce qui nous rassemble, la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Nous sommes résilients parce que nous n'avons que ce pays. Nous souhaitons vivre dans le meilleur confort possible. Et c'est pour cela que nous devons rester debout. Nous avons souffert, nous avons tenu bon. Il faut que nous continuions à tenir bon pour que ce pays ne retombe jamais. Et c'est en cela que j'appelle les Maliens à rester debout. Debout, nous pouvons avancer. Couché, on ne se relèvera pas. Parce que cela ne nous arrive pas. Sur un tout autre plan, monsieur les ministres en charge de l'agriculture et celui de l'élevage en mode découverte. Ils étaient sur les parcelles d'expérimentation de culture au parc des technologies de l'IER à Sotuba. Sur place, les cultures pratiquées sont le sorgho, le petit mil, le maïs et les plantes fourragères. Les visiteurs du jour se disent satisfaits des résultats du terrain. C'était à l'occasion de la journée du Mali dans le cadre de la 5e édition du MITA, le marché des innovations et technologies agricoles africaines. Le reportage de Batraouri. Au parc des technologies et d'innovation agricole de l'IER de Sotuba, les parcelles de démonstration sont nombreuses. Les plus courantes sont celles du sorgho, du petit mil, du maïs et des plantes fourragères comme la bracania, la macuna. Ces parcelles expérimentales sont visitées par le ministre de l'Agriculture accompagné de son collègue de l'élevage et de la pêche. C'est à l'occasion de la journée du Mali. L'objectif de la journée, c'est vraiment de faire connaître les technologies éprouvées que la recherche nationale et ses partenaires ont développées. Donc c'est l'ensemble de ces variétés éprouvées-là qui ont été mises dans le parc en démonstration, en vue que nos partenaires puissent les voir et que les paysans, les agripreneurs, et les sociétés sémencières puissent les voir, les identifier, les connaître et ensuite décider de les adopter pour la souveraineté alimentaire. Je pense que le Mali a fait un travail extraordinaire à travers l'IER et l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de l'IER et qui accompagnent cette dynamique-là. Faire en sorte que ces technologies sortent des laboratoires et être mis complètement à disposition du pays. La 5e édition du marché des innovations et technologies agricoles africaines est célébrée sous le thème « Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée de la fertilité des sols ». Nous avons vu qu'il y a des espèces pour les animaux, aussi bien les légumineuses que les autres, et qui sont des variétés qui permettent l'augmentation de la production et de la productivité.
Et donc je suis très ravi d'avoir fait cette visite et d'avoir découvert toutes ces potentialités. Vous avez des variétés de mil, des variétés de maïs et même des herbes fourragères qui tiennent compte de cet aspect d'amélioration et de maintien de la fertilité des sols. Si on ne prend pas soin de la santé de ce sol, quelles que soient les innovations que nous allons apporter, quelle que soit la qualité des équipements que nous allons donner, la qualité des intrants, on ne pourra pas avoir le potentiel souhaité. La journée du Mali s'inscrit dans le cadre des activités de la 5e édition du MITA, le marché des innovations et technologies agricoles africaines. L'événement est organisé par le CORAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole et regroupant 23 pays africains. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, les femmes des organismes de prévoyance sociale se joignent au ministère en charge du développement social pour faire parler leur cœur. Elles ont émis ce jeudi matin des dons en vivre et non vivre. Dans ce lot, pour la première fois, la solidarité va au-delà de nos frontières. Vous avez le financement de projets à impact rapide aux personnes en situation de vulnérabilité de l'espace AES, estimé à plus de 25 millions de francs CFA. La cérémonie c'était en présence du ministre de tutelle qui avait à ses côtés le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, Madame le ministre de la promotion de la femme, ainsi que le commissaire à la sécurité alimentaire. Compte rendu, Barakissa Ouattara, Mamadou Sidibé. Madame le ministre de la Santé, du développement social, la mère Teresa de la solidarité, vous êtes l'Ariette durante de la solidarité du social. Ces qualificatifs du coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako en faveur du ministre en charge du développement social ont tout leur sens. En solidarité avec les femmes des organismes de prévoyance sociale OPS, colonel-major Assaba Diallo-Touré réconforte 185 personnes vulnérables du Mali ainsi que des ressortissants de l'espace AES. Je remercie les femmes des OPS et la ministre pour cet appui à mon égard. Que Dieu vous en récompense. Je viens de recevoir des kits pour ma boutique et une pompe à eau. J'adresse mes sincères remerciements aux 3 présidents des pays de l'AES. Les dons bien diversifiés sont estimés à plus de 25 millions de francs CFA. L'on note des vivres de première nécessité, des mototricycles pour personnes vivant avec handicap, des réfrigérateurs et pompes à eau dotés de kits solaires, des petits ruminants. Ces gestes des femmes des OPS traduisent leur engagement dans la promotion du bien-être, la protection sociale et la prévention de la vulnérabilité. À travers cette donation, nous voulons non seulement répondre à un besoin immédiat, mais aussi transmettre un message d'espoir, de soutien moral et de cohésion sociale. Ce faisant, notre conviction est simple. Aucune société ne peut prospérer en laissant ses membres les plus fragiles en marge. La ministre a salué le geste des femmes des OPS qui est bien plus qu'un appui matériel, un message d'espoir et un modèle d'engagement citoyen. On va sortir des festivités, on va sortir des cérémonies et faire quelque chose qui peut aider d'autres femmes. Et c'est dans ce sens que ça a été organisé. Les bénéficiaires ont été bien choisis et on a dit qu'on va sortir de plus en plus de l'assistanat pour aller vers le développement. La ministre invite d'autres bonnes volontés à s'inspirer de cet exemple afin de multiplier les initiatives solidaires au service des plus démunis. Mois de la solidarité toujours, lancement ce jeudi de la caravane du 3e âge de Orange Mali. C'est quoi cette caravane? Ce sont des consultations gratuites en médecine générale sur des maladies urinaires, cardiaques et du diabète. Elle s'adresse à qui? Les personnes âgées du district de Bamako et de 5 autres localités du pays. Le compte rendu de ce lancement au CCRF de Kalabankourou, c'est avec Koumba Sissé.
Depuis des décennies, une des activités de la Fondation Orange Mali est d'organiser des consultations gratuites en faveur des vieilles personnes. La campagne mise en place dans ce contexte s'appelle Caravane du troisième âge. Les activités de l'édition 2025 qui viennent d'être lancées dans les locaux du CCRF de Kalabankoro concernent les pathologies urinaires, cardiaques, le diabète, la médecine générale, sans oublier la chirurgie de la cataracte. Grâce à cette initiative, la vieille Dorothée Koné et plusieurs autres personnes ont bénéficié de la chirurgie ophtalmologique gratuite. Je souffrais de la cataracte. Je ne voyais pas bien et j'avais toujours des maux de tête. Mais avec le traitement et l'opération, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Dans cette démarche, la Fondation Orange travaille en étroite collaboration avec le Conseil national des personnes âgées, le Programme national de santé oculaire et le CCRF de Kalabankoro. Ça fait 30 années effectives que nous travaillons avec la Fondation Orange dans le cadre de ce projet dédié aux personnes âgées, notamment à la santé des personnes âgées et à la santé des couches vulnérables. D'abord, c'était au plan de la vision. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nous sommes dans un autre domaine qui embrasse les autres maladies de personnes âgées. Par an, nous opérons environ entre 30 000 et 40 000 personnes. Alors donc, de 150 000 personnes qui souffrent de cécité due à la cataracte, si on opère 40 000, il va rester encore au moins 100 000 personnes qui sont avec de la cataracte. Donc, ce qui veut dire que nous devons réfléchir par rapport à des stratégies pour pouvoir atteindre toutes ces personnes qui souffrent de la cataracte. L'analyse des problèmes de santé du Kalabankoro aujourd'hui, malgré l'existence de nombreux centres de santé élevés, au nombre de 28 aires de santé, les objectifs de couverture ne sont pas atteints, et surtout en matière de santé oculaire. Pour toucher le maximum de population, des équipes doivent sillonner les zones où il y a manque de spécialistes. À travers ce lancement officiel, nous avons voulu répondre à l'appel des plus hautes autorités en faveur de la réalisation d'actions solidaires pendant ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Pour cette édition 2025, c'est le district de Bamako et les localités de Kadjolo à Sikasso, Tambacoura Banamba à Koulikoro, Bla à Ségou et Séléngué à Bougouni qui bénéficieront du passage de la caravane du troisième âge de la Fondation avec un objectif de 2250 consultations par localité et 150 chirurgies de la cataracte pour un budget global de près de 38 millions de francs CFA. La cécité évitable touche majoritairement les populations les plus pauvres et les plus souvent éloignées des centres de soins oculaires. L'insuffisance en personnes spécialisées ainsi que leur mauvaise répartition sur le territoire favorise la marginalisation de nombreuses populations qui ne bénéficient pas de soins spécialisés en ophtalmologie. Pour une guérison rapide, les personnes opérées de la cataracte doivent rester moins actives pendant 2 semaines et respecter les autres consignes données par les spécialistes. À Sénou, la broderie chinoise au service de l'autonomisation des femmes. Environ 60 veuves de militaires acquièrent un savoir-faire porteur d'avenir. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité. Elle bénéficie du soutien du FAFPA, du ministère de l'Entrepreneuriat national, du service social des armées et du centre Lance Couture. Moussa Kamara, Adama Kamara, reportage. Importée de Chine, la broderie fine trouve un nouveau souffle au Mali. À la base Ariane 101 de Sénou, elle devient aujourd'hui un véritable levier d'émancipation pour une 60aine de femmes veuves de militaires formées à cet art minutieux, un art dans lequel chaque point raconte une histoire. La broderie chinoise est une technique de broderie simple qu'on peut exercer avec tout le monde. C'est la broderie qu'on peut faire à la machine simple noire et avec le cerceau. Et on peut faire des dessins naturels et des dessins fleurs aussi pour bien harmoniser les couleurs. Cette initiative vise à promouvoir l'auto-emploi, en particulier auprès des femmes. L'objectif de cette formation est de permettre à ces femmes de militaires de l'armée de l'air d'acquérir des connaissances techniques et des compétences pratiques dans le domaine de la broderie chinoise. À la fin de cette formation, ces femmes doivent être en mesure d'entreprendre des coutures en broderie chinoise, de réaliser des coupes
de manière professionnelle et de conquérir des marchés locaux, nationaux, voire internationaux. Cette dynamique porteuse est saluée par la chef du département de tutelle. Cette activité organisée par le FAFPA s'inscrit dans le cadre des actions de notre département prévues pour la 4e semaine thématique du mois de la solidarité consacrée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Cette session de formation entièrement financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA est la 2e du genre en partenariat avec le ministère de la Défense, après celle récemment organisée à Kati et Bamako sur la transformation des produits locaux. La formation se déroulera en 2 phases, chacune regroupant une trentaine de participantes issues notamment de la base 101. Pendant 8 jours, elles recevront un enseignement technique de qualité dispensé par des formatrices chevronnées que je tiens ici à féliciter pour leur engagement. À Sénou, l'aiguille devient un outil de transformation. Ces femmes ne se contentent plus de coudre. Elles tissent les fils de leur autonomie dans la broderie chinoise et surtout avec la tête pleine de projets. Et cette bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises, elles vont désormais accéder facilement au financement bancaire grâce à une initiative de Nextp Consulting financée par les Pays-Bas. Le projet est prévu pour 1 année, période au cours de laquelle il sera évalué et certainement prolongé, nous dit Aluseni Touré. Le présent projet qui vise à faciliter l'accès des PME aux banques locales est une initiative de Nextp Consulting. Il est parti du constat que chaque année, notre pays enregistre environ 300 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Or, pour résorber ce flux, le secteur productif a besoin de moyens de financement des entreprises, celles-ci ne pouvant pas recruter dans les conditions actuelles. Le salut pourrait donc venir de cette initiative qui bénéficie de l'appui financier des Pays-Bas. Elle vise à mettre en relation des PME maliennes et les banques et établissements financiers. Nous avons compris qu'il faut créer un cadre de rapprochement entre les PME et les banques pour que ces PME-là puissent intégrer les réalités des banques et que les banques aussi puissent intégrer les réalités des PME afin de pouvoir établir des relations de financement pérennes. Donc lors de cette rencontre de lancement, nous avons fait appel à plusieurs acteurs de l'écosystème pour échanger avec eux sur le concept même des rencontres PME-Banque, mais également leur présenter les critères que nous allons utiliser pour pouvoir sélectionner les PME. Nous avions proposé un chiffre d'affaires plancher de 20 millions. Certains ont pensé que ce chiffre d'affaires-là, ce niveau est un peu élevé et que ça exclut certaines nano-entreprises, très petites entreprises. Donc la rencontre a permis par exemple d'émettre la recommandation de ramener le chiffre d'affaires à un niveau de 10 millions par exemple. Il est généralement admis que les banques sont très frileuses quant au financement des entreprises. Aussi, les exigences généralement brandies ne semblent pas attirer les petits opérateurs. À cela, les banquiers répondent que nos entreprises, pour l'écrasante majorité, ne répondent pas aux critères d'éligibilité car ne disposant pas des documents nécessaires et de la structuration requise. Cependant, les banques sont disposées à revoir leurs exigences, sinon assister les demandeurs à rentrer dans les normes. Nous, les banques, nous avons compris à travers cette rencontre que les entreprises font encore une fois leur cri de cœur pour ces besoins d'être financés par les banques. Donc c'est un plaidoyer, ça va permettre aux banques d'avoir plus d'attention à ces petites et moyennes entreprises-là que nous accompagnons déjà. Cette rencontre va permettre à ce que ces entreprises-là comprennent les mécanismes de fonctionnement des banques et les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir être éligible pour un crédit bancaire.
Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Si les PME aujourd'hui ont des problèmes, c'est surtout des problèmes liés à l'accès à l'information. On se dit que nous osons espérer qu'à partir de cet instant, ce projet contribuera à nous aider à avoir plus l'accès à l'information et surtout l'accès au crédit, qui aujourd'hui constitue un véritable problème par rapport au développement de nos PME. Sur les 98% qui constituent nos PME, 97% sont des très petites entreprises. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que ces critères soient réajustés et de permettre au maximum d'entreprises d'accéder à ces informations-là. L'avantage de l'initiative est d'amener aussi bien les PME que les banques à changer de logiciel pour un meilleur rapprochement, ce qui constitue une formidable opportunité pour tous de grandir chacun dans sa sphère de compétences. Remise officielle du manuel de procédure de gestion des cantines scolaires au Mali. Alpha Maïga était au CICB pour la cérémonie officielle de remise du document. Il nous en parle. Dans la salle Balamoussa Keita, des gestes ont scellé la remise officielle du manuel de procédure de gestion des cantines scolaires au Mali. Le manuel de procédure est un outil de référence destiné au comité de gestion scolaire, directeur d'école, mairie et services techniques. Ce manuel décrit l'organisation, la procédure administrative et financière de gestion des cantines scolaires financées par le budget national et celles appuyées par un financement extérieur. Il traite du cadre juridique et institutionnel, des processus budgétaires et de mobilisation des ressources, des procédures de transfert des fonds au comité de gestion scolaire, des procédures d'utilisation des ressources allouées à la gestion des cantines scolaires, de la tenue des comptes, nomenclature, des pièces justificatives et gestion des stocks, du suivi évaluation. Ce manuel marque une étape clé dans l'amélioration du système éducatif malien en soutenant la rétention scolaire et l'équité d'accès à l'éducation pour tous les enfants. Le respect et l'application effective des procédures décrites dans ce manuel de procédure de gestion des cantines scolaires, assortis de ces extraits et des modules de formation, garantissent l'efficacité du système de gestion des cantines scolaires qui se traduit par des activités de suivi réguliers pour améliorer la gouvernance du secteur. Ce document est bien plus qu'un guide. Il incarne notre engagement commun pour une alimentation scolaire saine, équitable et durable. Il vise à harmoniser les pratiques, renforcer la transparence et garantir une meilleure qualité de service pour nos enfants. Il s'agit là d'un projet dont toute son importance est rappelée, comme pour dire qu'un enfant qui mange à l'école est un enfant qui apprend mieux. Cette autre remise, celle-ci est une nouvelle application mobile dénommée Djigitougou au ministère de l'Éducation nationale. Un appui de taille offert par le projet d'appui à la scolarisation et au maintien des filles, PASCOFI. Djigitougou va permettre de collecter, partager, sécuriser et faciliter l'archivage des données scolaires, en commençant par la fréquentation des élèves à l'école, la présence des enseignants à leur poste ou encore faire les bilans périodiques des élèves. En un mot, les autorités éducatives vont désormais pouvoir suivre de près tous les acteurs du système éducatif. N'est-ce pas, Aminata Brehima Ouedrago? Les suivis des élèves, enseignants et établissements scolaires sera désormais fait en temps réel par les autorités éducatives. Cela est possible grâce à l'application mobile Djigitougou. En collectant, traitant et diffusant les données des acteurs éducatifs, cette innovation technologique permet de centraliser les données avec comme seule ambition d'apporter une amélioration considérable à la qualité de la formation. Alors c'est une application mobile d'abord, installée sur des tablettes qui sont offertes aux directeurs d'école. Les directeurs vont se mettre en activité pour enseigner cette tablette-là de façon quotidienne en pointant la présence des enseignants, l'absence des élèves et aussi en renseignant les résultats des notes des examens de classe de tous les élèves. Cette innovation technologique va s'intégrer dans l'écosystème numérique du ministère de l'Éducation nationale. Financée par Affaires mondiales Canada, l'initiative est portée par le projet d'appui à la scolarisation et au maintien des filles PASCOFI. Elle marque ainsi un pas de plus dans la digitalisation du département de l'Éducation nationale.
Nous sommes convaincus d'apporter une touche de modernisation qui ouvrira de nouvelles perspectives d'apprentissage et de performance pour nos élèves et nos enseignants. Cette digitalisation s'inscrit également dans une logique de transparence et d'efficacité prônée par l'État du Mali pour améliorer le rendement scolaire des élèves. Il me plaît de reconnaître à juste raison et d'apprécier l'immense contribution que le projet PASCOFI est en train d'apporter au système éducatif malien en quête permanente d'innovation et d'accès à l'éducation pour tous. Le suivi, le partage d'informations et la sécurisation des données seraient difficilement durables sans le développement d'un système numérique performant du type Djigitougou initié par PASCOFI et ses partenaires dans le cadre du volet bulletin scolaire du projet. Le bon fonctionnement de l'application Djigitougou repose sur des équipements adéquats. En plus de l'application, le projet PASCOFI a remis des ordinateurs portables, vidéoprojecteurs et autres matériels informatiques au ministère de l'Éducation nationale. Une manière de démontrer la volonté des deux parties à rendre la digitalisation une réalité dans le secteur éducatif. Ouagadougou abrite depuis ce mercredi le 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Cette édition s'étend jusqu'au 26 octobre. Le Mali est le pays invité d'honneur. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la cérémonie d'ouverture, nous dit Nyarkiteda. Et j'ai demandé d'après les prix qui sont servis. Le premier prix c'est 5 millions, c'est ça? Deuxième prix c'est 3 millions et l'autre prix c'est 2 millions. Bon, nous allons changer à partir d'aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a de bonnes inventions pour cette fois-ci. S'il y en a, on multiplie tous les prix par 5. Et on va assurer cela. Ok? L'annonce en elle seule démontre à souhait la place que l'État au plus haut sommet accorde à la recherche, à l'innovation et à l'invention. Le président du Faso veut des chercheurs qui trouvent, des innovateurs et inventeurs patriotes qui osent et qui mettent leur savoir et leur savoir-faire au service de la nation. C'est la quintessence du message du président du Faso à l'ouverture du 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FAIRCIT. L'édition coïncide avec les 30 ans du FAIRCIT et se veut celle de la culture de l'entrepreneuriat scientifique et technologique au service de la relance de l'industrialisation au Burkina. Cette 15e édition se veut une édition de rupture. Le FAIRCIT devra désormais être cette interface crédible où la science et la technologie se mettent au service de la société à travers des résultats de recherche concrets, endogènes et immédiatement utilisables. Pour le Mali, pays invité d'honneur, l'importance du FAIRCIT va au-delà du Burkina. Il constitue une plateforme unique pour les chercheurs, les innovateurs et les inventeurs pour booster le savoir-faire de leurs génies créateurs à reverser au secteur porteur pour le développement de l'espace AES. Il renforce les synergies régionales dans le domaine de la recherche appliquée, de l'innovation et de la formation technique, encourage la culture de l'entrepreneuriat scientifique et la création d'entreprises innovantes, tout en stimulant les transferts de technologies vers les secteurs productifs, en appui à la relance de l'industrialisation africaine. C'est fort de tout cela que nous fondons un espoir sur la réponse qui sera donnée à l'interrogation principale formulée par le thème « Quelle contribution des technologies, innovations et inventions dans un contexte de relance d'industrialisation au Burkina Faso ». Le FAIRCIT 2025 brille par la qualité des chercheurs, innovateurs et inventeurs présents et brille encore davantage par la présence du président du Faso. 30 ans se sont écoulés, ce n'est pas 30 jours. Et je pense qu'il est temps, en plus du thème, de faire le bilan, le point de situation. Et je tenais donc à féliciter tous les chercheurs, tous les enseignants
chercheurs, tous les inventeurs, tous les innovateurs, pour tout le travail qui a déjà été abattu, malgré les difficultés qui peuvent donc se trouver sur le chemin. Une fois, j'ai demandé au ministre et pourquoi les gens ont tellement besoin d'argent pour faire la recherche. Il m'a pris juste un exemple, comme quoi, pour juste analyser certaines cellules, les gens ont besoin d'aller en Europe. Et j'ai pris l'engagement qu'en 2026, peut-être au premier trimestre, ces équipements de pointe de dernière génération pour la recherche seront au Burkina Faso. Outre le Mali, le Niger et le Togo prennent part à ce rendez-vous des chercheurs, innovateurs et inventeurs au Burkina. Panel, rencontres de haut niveau, expositions, soirées de récompenses sont entre autres les activités du FAIRCIT 2025. Au Palais des Congrès de Niamey se déroulent les travaux de la réunion de coordination des fréquences radio des pays de l'Alliance des États du Sahel, organisée par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Cette rencontre regroupe des participants venus du Tchad, du Mali et du Burkina Faso. Amsatou Mahamadou et Issoufou Soumeila nous font le point. Bâtir ensemble une gouvernance concertée du spectre, garantir une connectivité inclusive, renforcer une coopération technique et partager la souveraineté numérique, tels sont les objectifs assignés à cette rencontre initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP. Il s'agit à travers cette assise qui a regroupé les régulateurs, les ingénieurs et les décideurs du secteur des communications électroniques d'identifier les cas persistants de brouillage, d'analyser les causes techniques et de définir les mécanismes coordonnés de prévention et de résolution afin de garantir la stabilité et la performance des réseaux. Cette réunion n'est donc pas un simple exercice de coordination technique. Elle représente un acte stratégique, une responsabilité partagée et un engagement collectif pour garantir l'intégrité et la performance du spectre au service de nos populations. Nos travaux s'articuleront autour de 4 axes fondamentaux, chacun porteur d'enjeux majeurs pour la régulation régionale. L'actualisation des accords de coordination, l'harmonisation régionale du spectre, l'anticipation technologique et la planification du futur, la résolution des brouillages transfrontaliers. La réussite de nos travaux dépendra de notre capacité à conjuguer rigueur technique, transparence administrative et volonté politique. L'engagement des autorités actuelles en faveur de la modernisation, de la régulation et de la gestion efficace du spectre radioélectrique constitue un appui déterminant aux actions menées par l'ARCEP et ses partenaires. ARCEP, en tant qu'autorité de régulation, œuvre pour garantir un cadre stable, prévisible et propice à l'investissement et à l'innovation. La région de Ségou tient son mois du consommé local. Candécila nous fait visiter les stands. C'est au rythme de la chanson d'Amonzon sur les notes de la troupe Konyeba que le temps de cette 6e édition du mois du consommé local est donné. Une édition à laquelle la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou entend donner une saveur particulière à travers la valorisation de notre savoir-faire et de notre savoir-être. Nous saluons cette initiative car nous, on n'a pas accès à la mer. On passe toujours par un autre pays pour acheminer nos produits. Tout ce que nous souhaitons, c'est le retour de la paix au Mali. 3 conférences thématiques sur la valorisation de la culture du sésame, celle du riz et la revalorisation du pain tissé
constituent les temps forts de cette cérémonie. Le consommer local n'est pas une simple campagne. C'est un acte patriotique, un acte économique et écologique. Consommer local, c'est croire en la richesse de nos terres, en la créativité de nos artisans et en la compétence de nos entrepreneurs. Une visite guidée des stands mis en place à cet effet aura permis d'apprécier la richesse et la diversité des potentialités énormes de la région en matière de promotion du consommé local, des produits artisanaux aux produits agricoles et dérivés mettent en exergue des chaînes de valeur promoteuses. Notons que le thème de cette édition est « Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l'UEMOA ». Tombouctou veut améliorer son taux d'enregistrement des naissances. Comment? La réponse avec Saloum Konati. Selon les statistiques du recensement général de la population et de l'habitat, le taux national d'enregistrement des naissances est estimé à environ 89% et celui de la région de Tombouctou n'est que de 42% en 2025. Pour relever le défi, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Tombouctou, en collaboration avec la Direction régionale de la promotion de la femme avec l'accompagnement de l'UNICEF, initie la présente formation. Objectif: renforcer les capacités des acteurs du domaine afin d'améliorer le taux d'enregistrement des naissances à travers le renforcement de l'interopérabilité entre les acteurs intervenant dans l'état civil dans la région. Je présente vraiment toute notre reconnaissance et nos félicitations aux partenaires financiers à l'UNICEF qui vraiment a financé vraiment cet atelier. Un atelier aussi important pour nos acteurs intervenant dans le domaine de l'état civil, dans nos localités, et un renforcement des capacités à hauteur de souhait. Cette formation des acteurs de l'état civil de la région de Tombouctou a été très utile. Elle a permis de renforcer les acteurs de l'état civil de cette région qui ont appris beaucoup de choses sur l'état civil, notamment les généralités et l'historique de l'état civil, les types de centres, les règles régissant l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès. Ce cadre d'échange a regroupé les préfets, les premiers adjoints aux préfets des 13 cercles, des agents chargés de l'état civil des communes d'implantation des sites et des agents de santé communautaire. Permettez-moi de saluer avec déférence les efforts inlassables des autorités régionales, dont à leur tête le gouverneur, pour leur engagement sans faille. Leurs efforts ont sans nul doute contribué à l'amélioration du taux d'enregistrement ces dernières années. Leur détermination et leur leadership sont porteurs d'espoir pour un progrès significatif et, nous l'espérons, un renversement durable de la tendance. L'adhésion des populations à la déclaration systématique des faits d'état civil est la préoccupation majeure de l'État du Mali à travers la Direction nationale de l'état civil. À cet effet, la Direction nationale de l'état civil mène plusieurs actions concrètes allant dans ce sens. Il s'agit notamment des actions de sensibilisation, d'amélioration du cadre législatif et réglementaire, de suivi des centres d'état civil et de formation des acteurs. Le chef de l'exécutif régional invite les acteurs concernés à s'engager fermement en faveur de l'enregistrement universel des naissances. Restons à Tombouctou et on nous informe d'une fin bien heureuse de la première édition de la caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. La dernière journée a été marquée par un défilé de mode des créateurs de Tombouctou et de Bamako. On note aussi une animation musicale à la couleur de la Confédération AES. Idrissa Goulou Sissoko. Les lampions se sont éteints sur la première édition de la caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. 2 jours durant, la population de Tombouctou a vibré au rythme des activités de la caravane. Le clou aura été sans doute ce défilé de mode des créateurs de Tombouctou, de Bamako et du célébricisme Al-Fadi. Nous sommes très enthousiasmés d'être à Tombouctou ici
On espère que ça ne sera pas la dernière fois. C'est une première édition, mais Inch'Allah qui va continuer chaque année. Je suis fier, je suis heureux de pouvoir faire de cette caravane une réussite totale, avec un parrain, une marraine exceptionnelle, avec l'équipe qui m'ont accompagné. Je crois que le gouverneur de Tombouctou, avec M. Zim, quand même, qui s'appelle Isiaka, avec le conseil régional et le président du conseil régional, le grand, qui est venu comme accompagner, ça veut dire que la réussite, elle est là déjà. Le défilé a été une occasion pour les participants de découvrir le génie créateur des couturiers, la paix et le vivre ensemble partagé. Cette ville islamique qui a accepté l'islam dans sa tradition, dans sa création, n'a de leçon à recevoir d'aucun islamiste. C'est un message fort que les doyens viennent assister à cet événement-là, que Tombouctou assiste. Je crois simplement que c'est un départ pour la paix au Mali. À Tombouctou, nous, ce qu'on a connu, c'est que c'est un Tombouctou uni dans sa diversité culturelle, en train de vivre un moment inoubliable autour de la caravane d'Al Fadi. Pour les organisateurs, le pari de l'organisation a été gagné. Nous vont à l'endroit du général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété cette année de la culture. Et nous, au niveau de Tombouctou, nous avons décidé de saisir cette opportunité et de faire cette année la nôtre. Voilà pourquoi nous avons initié une série d'activités culturelles pour permettre au monde entier de comprendre que la culture est un vecteur de paix et de cohésion sociale. Mes remerciements au général Ablaye Meiga, qui a aussi œuvré dans beaucoup de choses ici à Tombouctou et qui était récemment à Tombouctou ici et nous a beaucoup motivés dans le cadre de tout ce que nous entamons, surtout pour les préparatifs de la Biennale, parce que la Biennale aussi est une activité culturelle qui va permettre encore de renforcer la cohésion sociale entre les enfants du Mali. La présente cérémonie de remise des aiguilles de la paix, l'expression à jamais notre détermination collective et individuelle. Au-delà de l'objet et de l'instrument, l'aiguille est le symbole de la force de l'union, le symbole de l'union dans la diversité et celui de la diversité dans la complémentarité, pour tout dire, les Mali. Rendez-vous est pris pour les 16 et 17 octobre 2026 à Tombouctou pour la seconde édition de la caravane Al Fadi pour la paix et la cohésion sociale. Retour à Bamako, les troisièmes journées ouest-africaines de l'audit interne ont vécu. Elles ont abouti à une panoplie de recommandations visant à promouvoir l'activité dans la sous-région, une activité confrontée à un certain nombre de défis, selon la présidente du comité d'organisation. Kadiatou Konaté est l'invité de la semaine sur notre antenne. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec Yaya Konaté. L'auditeur doit être indépendant et objectif. Mais puisqu'il est partie intégrante d'une organisation, il travaille sous la direction des autorités, il peut souvent subir des pressions. Et donc, comment se soustraire de ces pressions pour faire correctement son travail sans des défis? Le mauvais côté des choses. Ça peut être le cas, une incompréhension, ça peut être le cas. Et donc l'auditeur interne est confronté à ce défi, au-delà de la pression. Il y a par exemple le manque de ressources et le délai très court. Les ressources qui sont mises à disposition de l'auditeur et le délai qui lui est imparti pour gérer une mission. Souvent dans des organisations de grande taille très complexes, vous verrez que ces ressources et ces délais ne sont pas proportionnels à la complexité des organisations. Ce qui fait que l'auditeur interne aura du mal à pouvoir faire un examen approfondi de ces structures, puisque c'est complexe, et dans un temps raisonnable.
Kadiatou Konaté est l'invité de la semaine à suivre après le PMI Mali. L'une des voix les plus imposantes de Kéla s'est éteinte à jamais, mais son souffle reste dans le vent et dans la mémoire du Mali. On vous parle de celle de Sanjé Kouyaté, celle qui aura marqué son époque. Par sa connaissance et maîtrise de l'art du griotisme, a définitivement déposé le micro. La fille de Siramouri Diabaté a été l'une des gardiennes du verbe et de la mémoire madingue. Beaucoup d'hommages à ses obsèques ce jeudi à Bamako, nous font savoir Moussa Kamara et Al-Kaou Traoré. C'est un adieu royal, un dernier hommage à celle qu'on appelait la voix du Mandé. Sanoudia Kouyaté, fille de la légendaire Siramouri Diabaté, repose désormais à Bamako, loin de Kéla, son village natal, berceau de la culture griotique malienne. Artistes, Nyamakala, anonymes, tous se sont rassemblés pour dire au revoir à une femme qui, toute sa vie durant, a chanté, transmis et élevé la parole du peuple. C'est la grande famille des musiciens qui a perdu une sommité de la culture malienne. Mes prières sont que réellement, que son âme repose en paix et que réellement on continue d'y croire en se disant que c'est une grande dame qui a joué sa partition pleinement pour ce pays. Sanoudjé était une belle sœur attentionnée, une femme de rassemblement qui savait créer la cohésion au sein de la famille. Nous prions le bon Dieu de lui accorder le repos éternel. Sanoudjé était une griotte, une artiste accomplie. Elle a consacré sa vie à la musique et à la préservation de la lignée griotique. Nous implorons Dieu d'accueillir son âme dans son paradis éternel. Sanoudia Kouyaté, c'était la grâce et la puissance réunies, une voix suave et rare, une mémoire vivante des récits épiques du Mandé. Par ses chants, elle reliait les générations, exaltait la noblesse des ancêtres et défendait la dignité de la parole griotique. Je n'ai pas le mot. Sanoudia était là pour toute la famille. C'est une personne, elle est irremplaçable. Elle est vraiment irremplaçable. Je prie le bon Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. Aujourd'hui, vraiment, tout le monde est triste parce que c'est un baba qui est tombé sur notre famille. Le ministère de la Culture, présent à la cérémonie, a salué la mémoire d'une artiste au rayonnement continental. Sanougué vraiment n'était pas qu'une simple artiste. Elle était aussi vraiment conseillère. Elle a toujours été une conseillère sage, humble dans le domaine musical. Et Sanougué est aussi un repère pour la nouvelle génération. Toutes nos condoléances à sa famille. Sanoudia Kouyaté s'en va, qu'elle a pleuré sa fille. Le Mali perd une voix. L'Afrique s'incline devant une légende. Les morts ne sont pas morts, dit-on, et sa voix continuera à résonner dans les médias puisque ça fait partie du Mali. Que son âme repose en paix. Amen. Point final à ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM. L'actualité du jour, c'était la présentation des lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs à Koulouba au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Sirakoro Megetana, de Sénou et de Sélengue. Bonne suite de programme sur ORTM1. Bonsoir à tous.